Chacune de ces catastrophes aurait pu être facilement évitée. Au lieu de cela, d'innombrables victimes ont trouvé la mort alors qu'elles ne s'y attendaient pas du tout. Une fête d'anniversaire surprise prend une tournure tragique, laissant 20 morts et des dizaines de familles dévastées. Nous sommes sortis rapidement de la voiture, pensant qu'un arbre tombait ou qu'il y avait une explosion, sans savoir ce que c'était. Cela devient rapidement la catastrophe de transport la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis. Était-ce une pure négligence ou une tragédie inévitable ? Le 6 octobre 2018, les amis et la famille d'Amy Steenberg avaient prévu de célébrer son 30e anniversaire dans une brasserie à environ 1 heure de route. Après l'annulation de la première location de limousine à la dernière minute, ils en ont rapidement loué une auprès de Prestige Limousine de Wilton. La limousine blanche allongée qu'ils ont commandée était une Ford Excursion XLT 2000, impersonnalisée. Le véhicule utilitaire sport massif small pesant 10 000 livres a subi une transformation spectaculaire. Il a été coupé en deux puis soudé sans aucune faille, ce qui a permis d'allonger sa longueur de 12 pieds supplémentaires, le transformant ainsi en une structure semblable à un bus. Aux alentours de 13h30, la limousine est arrivée et le groupe de 17 personnes est monté à bord avec enthousiasme. Parmi eux se trouvaient 4 sœurs, 2 frères, 3 anciens combattants et 2 couples de jeunes mariés. À l'intérieur de la limousine, les fêtards furent accueillis par des lumières néon flashy, des banquettes rembourrées usées et des planchers marqués par la rouille. L'un des fêtards a contacté un ami qui avait initialement prévu de venir, mais avait finalement renoncé, disant « Depuis ça en donta ». La limousine a l'air de vouloir exploser. Oui, haha, c'est une épave, littéralement. Le moteur rend tout le monde sourd. La limousine a quitté Amsterdam et a pris la route 30, une route sinueuse à 2 voies qui traverse la campagne en direction de la brasserie à Cooperstown, à environ 1 heure de route du comté de Montgomery, dans l'État de New York. Le groupe s'amusait, prenait des photos et discutait pendant le trajet. Cependant, peu de temps après le début du voyage, quelque chose a terriblement mal tourné, alors que la voiture descendait une pente raide vers un carrefour hanté à Schoharie. Le chauffeur a appuyé d'urgence sur les freins, mais à son grand effroi, le système de freinage a lâché. La vitesse de la limousine a rapidement augmenté, dépassant rapidement les 100 miles à l'heure. Désespéré d'éviter une collision, là où la voiture s'était arrêtée à l'intersection, le chauffeur a pris en une fraction de seconde la décision de franchir la double ligne au sol, de passer outre le panneau stop et de foncer dans l'allée d'un restaurant voisin. De l'autre côté de la route, niché sur le parking d'une épicerie de campagne, l'excursion est entrée en collision avec un Toyota Highlander garé, projetant le petit véhicule utilitaire à plus de 24 mètres dans les airs. 2 piétons sans méfiance, un père et son gendre, ont été tragiquement pris sur le chemin de la destruction lorsque le Highlander les a mortellement percutés. Malheureusement, la calamité ne s'est pas arrêtée là. Malgré la collision avec le Highlander, l'excursion a continué à une vitesse d'environ 130 km/h vers son point d'arrêt final. L'impact violent contre les arbres a projeté des fragments de débris dans les airs, le bruit du verre brisé et du métal tordu résonnait tout autour. La limousine a finalement terminé sa course dans un fossé, avec le compartiment moteur presque aplati. Étonnamment, l'extérieur de l'habitacle semblait étrangement intact, dissimulant la terrible réalité à l'intérieur. La collision a instantanément coûté la vie à 16 personnes, la force de l'impact ayant provoqué des blessures mortelles. L'absence de ceinture de sécurité a aggravé la situation, causant plus de blessures lorsque les passagers se sont heurtés dans l'habitacle. Les secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux, mais la situation était critique. Ils ont pris les pinces, je les ai activées. Ils sont descendus en 2 minutes. Ils avaient ouvert la voiture. Nous sortions les corps, encore en vie. Et nous avons continué. Dans les suites de l'accident, le nombre de morts est monté à 20, avec 2 vies supplémentaires perdues en quelques heures. Cela comprenait les 18 personnes présentes dans la limousine. C'était l'un des accidents de transport les plus meurtriers de l'histoire récente, laissant derrière lui des familles brisées et des amis en deuil. L'ampleur de la tragédie a tant marqué les ambulanciers expérimentés qu'ils ont souffert de graves problèmes de santé mentale face à la scène bouleversante de l'accident.
Après l'accident, une enquête approfondie a été lancée pour découvrir les causes et les facteurs potentiels en jeu. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une série d'informations troublantes ne soit révélée. La limousine était en mauvais état, avec de nombreux problèmes mécaniques qui n'avaient pas été résolus. Les autorités fédérales avaient découvert que l'entreprise qui avait allongé la limousine en 2001 ne possédait pas la licence requise et n'avait pas amélioré les freins pour supporter le poids supplémentaire. Et même si le département des transports de l'État avait classé la limousine comme un bus en raison de sa taille, elle n'avait pas suivi le processus de certification ou d'inspection nécessaire. Plus inquiétant encore, le département avait émis 2 ordres distincts pour que la limousine soit retirée de la circulation dans les mois précédant l'accident. Malgré cela, l'autocollant indiquant l'inaptitude du véhicule était absent au moment de l'accident. De plus, l'entreprise avait déjà reçu l'ordre de remettre l'immatriculation et les plaques d'immatriculation de tous ses véhicules, y compris la limousine, en raison de violations antérieures. Les dossiers fédéraux montrent que l'entreprise avait reçu 22 contraventions pour des infractions au cours des 24 mois précédant l'accident. En septembre, 3 de leurs véhicules ont échoué aux inspections et ont été signalés pour des infractions telles que des issues de secours défectueuses et des freins défaillants. Le conducteur n'était pas correctement habilité à conduire le véhicule. Il n'a pas non plus été soumis aux tests de dépistage de drogues obligatoires, comme une autopsie révélera plus tard la présence de THC dans son organisme. De nombreuses ceintures abdominales dans la limousine sont passées inaperçues par les passagers car elles étaient dissimulées sous les banquettes. Elles n'ont été découvertes que lorsque les enquêteurs ont retiré les sièges après l'accident, bien que certaines ceintures visibles étaient en présence. On ne sait toujours pas pourquoi aucun des passagers n'avait bouclé sa ceinture. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, des questions troublantes ont émergé concernant les liens clandestins de la société de limousine avec les forces de l'ordre. Shahed Hussein, le propriétaire de la société, avait un passé controversé ayant été informateur pour le Bureau fédéral d'enquête lors d'une enquête sur le terrorisme. Cependant, il était retourné dans son Pakistan natal 6 mois avant l'accident, mais les relations de Shahed ne pouvaient pas le protéger des actions judiciaires imminentes. En mars 2019, un grand jury l'a inculpé, lui et son fils Nauman, pour homicide involontaire et homicide par négligence criminelle. Les accusations alléguaient que le jeune Hussein avait permis à la limousine de rester en service malgré le fait qu'il savait qu'elle n'était pas sûre. En fait, les autorités de l'État l'avaient déclaré impropre à l'utilisation 1 mois auparavant. Cependant, les procureurs affirment que Nauman a retiré l'autocollant de mise hors service du pare-brise et que ses actions ont directement contribué à la mort des passagers. Après avoir initialement plaidé non coupable, Hussein a conclu un accord avec les procureurs en février 2021. En échange de son plaidoyer de culpabilité pour 20 chefs d'homicide par négligence criminelle, un chef d'homicide involontaire et un chef d'agression, Hussein a été condamné à une peine de probation et à des travaux d'intérêt général, mais a évité la prison. Cependant, son passage devant le tribunal n'était pas terminé. Le verdict a suscité la colère des familles des victimes, qui estimaient que justice n'avait pas été rendue. En août 2022, un juge a rejeté l'accord, le qualifiant de fondamentalement vicié, affirmant qu'il ne reconnaissait pas la conscience qu'avait Hussein des risques encourus. En conséquence, Nauman Hussein a retiré sa déclaration de culpabilité plus de 5 ans après le tragique accident. La justice serait enfin rendue. Aujourd'hui, il a écopé de 5 à 15 ans après avoir entendu les témoignages poignants de 9 familles. Une jurée a affirmé que la condamnation était due à la volonté répétée de l'opérateur de la limousine d'enfreindre les règles du ministère des Transports et au manque d'entretien du véhicule. Bien que la peine prononcée soit inférieure à ce que les familles espéraient, leur engagement en faveur de la sécurité et de la réforme dans le secteur des transports a entraîné des changements concrets dans l'industrie grâce à la législation LimoSafe. Le nouveau mandat exige des inspections de véhicules plus strictes, un contrôle accru des entreprises de limousines et l'intégration d'équipements de sécurité supplémentaires dans les véhicules. La prochaine catastrophe, elle était un cauchemar qui n'attendait que de se produire. Lorsqu'elle a finalement eu lieu, une famille s'avait sa caméra en marche. Au cœur des montagnes paisibles du nord de l'Espagne, une retraite estivale se transforme rapidement en cauchemar. Depuis l'intérieur de leur camping-car, José Soleil, sa femme et leur fille regardent un torrent d'eau couler sans relâche sous leurs fenêtres. Maintenant tout a disparu,
Seules quelques caravanes sont accrochées aux arbres et des vagues d'eau boueuse les entourent. Malgré la gravité de la situation, la famille est désormais en sécurité. Une vague d'inondations transportant des troncs et des rochers a déferlé. L'assaut soudain les a plongés dans une lutte désespérée pour survivre, l'ombre de la mort planant sur eux. Des dizaines d'autres n'ont pas eu cette chance. C'est arrivé de nulle part et les a pris par surprise, sauf quelques-uns qui savaient que ce n'était qu'une question de temps avant l'inévitable. Le matin du mercredi 7 août 1996, l'Institut national de météorologie espagnol a émis une alerte concernant la tempête qui arrivait dans le nord du pays. Les pluies estivales sont fréquentes ici. Mais selon les experts, celles-ci étaient plus intenses, avec la province d'Aragon qui devait être la plus touchée. Et niché au nord de celle-ci, au cœur de la chaîne des Pyrénées, se trouve le camping Sierra de las Nieves, l'un des plus beaux de l'intérieur de l'Espagne à l'époque. L'établissement primé avait ouvert 6 ans plus tôt et était réputé pour sa qualité. En août, plus de 600 clients s'étaient enregistrés sur le site, même si beaucoup avaient décidé de partir en excursion. L'endroit grouillait de monde, insensible à la pluie. Après tout, une averse d'été ne pouvait certainement pas changer leur humeur. Lorsque la pluie s'est mise à tomber en fin d'après-midi, les gens se sont réfugiés dans leurs tentes et camping-cars en attendant la fin de l'averse. Cependant, une demi-heure plus tard, la pluie redoublait d'intensité. Néanmoins, cela ne semblait toujours pas déranger les invités, blottis dans leurs tentes. Ils ignoraient qu'ils se reposaient dans un piège mortel. Le camping Las Nieves avait été construit sur un dépôt de sédiments au pied de 2 collines escarpées, mais surtout à la sortie du ravin Eris qui les sépare. Au fil des années, il a été sujet à de puissants torrents d'eau dévalant son lit lors de fortes pluies. La quantité de pluie estimée au camping était de 200 à 250 mm. Le jour de la catastrophe, environ un quart de cette quantité de pluie est tombée en seulement 8 minutes. Le sol ne pouvait pas absorber autant d'eau, donc tout l'excès a dévalé le ravin, emportant des rondins et des rochers. Cela a provoqué un blocage au niveau du pont qui a cédé sous la pression, envoyant une vague d'eau et de débris dans le camping. En quelques instants à peine, le calme a laissé place à la panique lorsque la vague a tout balayé. Les invités se sont retrouvés à lutter pour leur survie. Beaucoup ont été surpris et n'ont pas eu le temps de fuir. Ils ont lutté pour rester à flot alors que l'eau les emportait en aval, avec les tentes, les meubles, les voitures et même de grands camping-cars. Un survivant se rappelle comment le courant a emporté sa famille et lui avant qu'il ne se retrouve coincé dans les branches d'un arbre tombant. Il a eu de la chance en grimpant dans l'arbre et en trouvant refuge dans la canopée. Mais malheureusement, ses parents et ses 2 frères ont été emportés par le torrent. Les invités surpris par le torrent alors qu'ils étaient dans leur camping-car étaient un peu mieux placés car ils étaient hors de portée directe de l'eau. Pourtant, ils restaient piégés dans leurs fourgons et caravanes, flottant comme des bateaux sur l'eau. Comme l'adolescent, ceux qui étaient coincés dans les arbres ont eu de la chance car ils ont été sauvés d'être emportés par l'inondation. Certains criaient « On va mourir » et j'ai répondu « Non, on ne va pas mourir, mon fils ». Mais en voyant les infos aujourd'hui, certains enfants ont ma chance. Avec le temps, le niveau de l'eau a baissé et la crue a perdu de sa puissance destructrice. Néanmoins, la pluie continuait de tomber et une eau brune et boueuse traversait le camp, empêchant les gens de fuir ou de rejoindre ceux qui étaient encore en danger. Un temps précieux a été perdu jusqu'à ce que l'eau redescende à un niveau sûr. Bien que profondément bouleversés par la tragédie, il n'y avait pas de temps à perdre car de nombreuses personnes devaient encore être secourues. Heureusement, la nouvelle de la catastrophe est rapidement parvenue au village voisin de Biescas et à ses habitants qui, avec une petite équipe de pompiers venus en renfort, ont lancé un appel à l'aide générale. À la tombée de la nuit, des centaines de soldats, de membres de la Croix-Rouge et de bénévoles étaient sur place. Ils ont travaillé toute la nuit sans relâche pour sauver un maximum de personnes. Tous les blessés ont été transférés à Biescas où ils ont reçu les premiers soins avant d'être envoyés à l'hôpital. Malheureusement, au fur et à mesure que l'opération de sauvetage avançait, les premières victimes de l'inondation sont apparues. Mais à ce moment-là, l'obscurité empêchait les sauveteurs d'évaluer l'ampleur de la tragédie.
Ce n'est que le lendemain matin qu'ils ont pris conscience de l'horreur qui s'était abattue sur le camping. Les invités et les sauveteurs errant sur le terrain recouvert de boue à la recherche de survivants et d'effets personnels. Là où il y avait des arbres, il ne restait que des voitures et caravanes démolies. Les allées du camping avaient disparu, l'eau, la boue et des tas de décombres recouvraient toute la zone. Trouver quelqu'un était un véritable défi, même si des chiens dressés avaient été amenés. La boue s'était rapidement durcie, alors les sauveteurs luttaient donc pour retrouver les corps des survivants comme des morts ensevelis dessous. La seule façon de sonder le sol était d'utiliser des bâtons, ce qui était un processus lent et épuisant, rendant le sauvetage déjà difficile encore plus ardu. Le torrent avait emporté des corps jusque dans la rivière Gallego. Une victime fut retrouvée à 13 km de là, dans le marais de Sabanago. Comme pour beaucoup d'autres, la force de l'eau était si puissante qu'elle leur avait arraché leurs vêtements. L'opération de récupération a duré plusieurs jours. Des ambulances et des hélicoptères ont transporté les corps vers une morgue improvisée pour identification. Ce fut un processus ardu. La police ne disposait pas d'informations précises sur le nombre d'invités, ni ne connaissait leur identité. L'ordinateur de la réception a été détruit par l'inondation et rendu inutilisable. Traumatisés et engourdis par le froid, les survivants ont été envoyés à Biescas où un abri temporaire a été installé. Les habitants ont montré leur solidarité aux victimes en leur offrant vêtements, nourriture et hébergement. Les experts affirmaient qu'une inondation de ce type ne se produisait qu'une fois tous les 200 ans, mais était-ce vraiment le cas au camping de Biescas? Beaucoup n'étaient pas d'accord. La catastrophe n'est pas survenue par hasard, et ce sont en réalité les gens qui ont interféré avec la nature, pas l'inverse. Certains ont critiqué l'emplacement du camping à l'embouchure du ravin déjà sujet à de fortes crues. Cela faisait suite à une inondation dramatique survenue 70 ans plus tôt. Les autorités ont construit un canal au milieu du dépôt de sédiments pour diriger l'eau en cas de forte pluie et protéger la zone. En outre, 36 barrages de rétention de sédiments ont été construits le long du ravin Hervis pour prévenir les glissements de terrain. Cependant, le système construit pour prévenir les inondations n'a fait que contribuer à la tragédie de 1996. Pendant la tempête, l'excès d'eau a dévalé le ravin. Cela a submergé et détruit la plupart des barrages, libérant ainsi les sédiments qu'ils retenaient. Pendant ce temps, environ 6000 chargements de camions de rondins, de boue et de rochers ont été emportés. Les débris ont finalement été stoppés par un pont au-dessus du camping. Mais il n'a pas pu supporter la pression et s'est brisé, libérant une vague de décombres qui a submergé le canal artificiel et recouvert le terrain de camping. 87 personnes sont mortes dans la catastrophe du camping de Biescas. Le dernier corps ne sera découvert que près d'un an plus tard, le 28 juillet 1979. Alors que des ouvriers déblayaient le lit du ravin près du lieu de la tragédie, ils ont trouvé les restes d'un garçon de 6 ans. Compte tenu de la force destructrice de l'inondation, il était heureux que plus de 500 visiteurs aient survécu à la tragédie, dont beaucoup étaient absents du parc au moment des faits. Le maire de Biescas a rejeté toutes les accusations, affirmant au contraire que le camping avait été construit conformément à la réglementation. Pourtant, les archives ont montré qu'avant la construction, un fonctionnaire avait émis un rapport négatif précisément à cause du risque lié à l'emplacement. Le gouvernement a imprudemment négligé l'avis d'un expert. Il était maintenant temps d'en payer le prix. Le tribunal de Huesca a rejeté une accusation pénale, qualifiant l'inondation d'exceptionnelle et d'imprévisible, ce que les familles des victimes ont refusé d'accepter. Elles ont alors engagé une bataille juridique de 10 ans avec les autorités. Finalement, en 2005, l'Audience nationale a reconnu la responsabilité des autorités et a ordonné au gouvernement d'Aragon ainsi qu'au ministère de l'Environnement d'indemniser conjointement 63 des 87 victimes. Avec 11,2 millions d'euros, le gouvernement n'a jamais versé sa part de l'indemnisation. Quant au camping Las Nieves, il a été reconstruit mais dans un nouvel emplacement, plus sûr. Un mémorial a été érigé à l'endroit où il se trouvait autrefois. Un rappel sombre que la nature a ses lois et qu'on ne peut pas les contourner. Après l'inondation de Biescas, nous nous tournons vers l'Allemagne, où une bousculade a choqué la nation. La Love Parade est l'un des plus grands festivals de musique européens, emblème de la culture populaire allemande. Elle a attiré des millions de fêtards du monde entier pendant plus de 2 décennies. Nous sommes en 2010 et la ville de Duisbourg accueille la parade techno pour la première fois.
Des camions musicaux circulent sur le site du festival et certains des meilleurs disques jockeys d'Europe sont prêts à se produire. Sans aucun doute, c'est la fête d'une vie. Des flots de personnes affluent vers l'ancienne gare de marchandises où se déroule l'événement gratuit. À l'entrée principale, des centaines de personnes attendent pour entrer. Une foule joyeuse remplit la rampe principale menant vers la zone de l'événement. Cependant, à chaque minute, la foule devient de plus en plus nombreuse, ce qui fait peu à peu disparaître l'esprit festif. À présent, des milliers de visiteurs sont entassés sur la rampe principale. Au lieu de cris de joie, les gens commencent à crier et à appeler à l'aide. Il n'y a littéralement plus d'espace pour respirer. L'événement festif se transforme en scène d'horreur, emportant 21 jeunes vies. C'est une catastrophe que personne n'attendait. Lors d'un festival dédié à l'amour et à la joie, la Love Parade a suscité la controverse tout au long de son histoire. Elle a commencé en 1998 comme un défilé de 150 personnes dans les rues de Berlin-Ouest. 8 ans plus tard, elle est devenue l'une des plus grandes fêtes du monde. 1 million de festivaliers ont dansé sur la Strasse dès 17 juin au centre de la capitale allemande. Malgré cela, il y avait autant de personnes opposées au festival qu'il y avait de participants. Les citoyens et les partis politiques étaient préoccupés par plusieurs problèmes liés à la Love Parade, tels que les dégâts environnementaux, le trafic de drogue illégale et les règles de sécurité. C'est précisément à cause de ce dernier point que le Sénat de Berlin a finalement refusé un permis aux organisateurs de l'événement. Ainsi, en 2007, la Love Parade a déménagé dans la région rurale. La première ville hôte fut Essen, suivie de Dortmund. En 2009, la Love Parade de Bochum a été annulée. Finalement, en 2010, Duisbourg a accueilli l'événement. Les deux Love Parades à Essen et Dortmund ont été couronnées de succès avec respectivement 1 200 000 et 1 600 000 visiteurs, et la ville de Duisbourg voulait connaître le même succès. Faire partie de la campagne de la capitale européenne de la culture était une raison supplémentaire pour accueillir l'événement. Le maire de la ville, Adolf Sauerland, était déterminé à faire de la Love Parade la meilleure de toutes, surtout en raison de la prévision d'1 400 000 visiteurs. Le désir des autorités de la ville d'organiser l'événement à tout prix était immense. D'abord, il y avait une inquiétude quant au fait que le site de l'événement n'était pas approprié pour autant de personnes. La ville et l'organisateur de la Love Parade, Lopaven Gayambaya, ont convenu d'organiser le défilé à l'ancien dépôt de marchandises. Avec une superficie totale d'environ 120 000 m², le site était trop petit pour accueillir 1 400 000 visiteurs. Pour résoudre ce problème, un compromis a été trouvé pour limiter le nombre de personnes sur le site à 250 000. De plus, toute la zone a été clôturée afin de répondre aux exigences des réglementations de sécurité allemandes. L'entrée de l'ancienne gare de marchandises était plus préoccupante que la zone relativement petite, pour le défilé. La seule façon d'arriver était par la rue Karl Lehr, qui passait en tunnel au milieu du tunnel. Une ouverture menait vers l'entrée principale en traversant la soi-disant rampe principale. Cette rampe était censée accueillir tous les visiteurs arrivant au défilé. Le problème était que le même itinéraire, y compris une rampe latérale plus étroite à l'ouest de la rampe principale, servait également de sortie depuis la zone principale de l'événement. Ce n'était pas la première fois que Lopaven Gayambaya et son propriétaire, Reinier Schaller, organisaient le défilé. Pour dissiper les doutes sur la sécurité, ils ont engagé un spécialiste des foules qui a mené une étude sur l'évacuation en cas de danger. Les calculs concernant l'entrée et la sortie des visiteurs ont montré que la rampe principale était adaptée comme point d'entrée. Bordée de hauts murs, elle mesurait 26 mètres de large et 130 mètres de long. Son flux maximal serait d'environ 115 000 visiteurs par heure. Le plus de trafic était attendu entre 17h et 18h, avec environ 90 000 personnes arrivant dans la zone et 55 000 personnes la quittant. Et pourtant, malgré les plans et les études des experts en gestion de foule, le défilé s'est terminé d'une manière ou d'une autre en catastrophe. Alors pourquoi n'ont-ils pas vu le danger arriver ? Le 24 juillet 2010, le jour de la Love Parade, des foules de personnes ont afflué à Duisbourg avec de grandes attentes. Cependant, les choses ont commencé à se compliquer avant même le début de l'événement, à savoir que les portes du festival devaient être ouvertes à 11h, mais en raison de travaux de construction prolongés dans la zone centrale, l'ouverture a été retardée d'environ 1 heure. Par conséquent, lorsque les portes se sont enfin ouvertes à midi, une grande foule attendait déjà pour entrer.
Environ 1 heure plus tard, des milliers de fêtards faisaient la queue des 2 côtés du tunnel. À 14 heures, le festival a commencé. Des chars, des camions de musique décorés transportant des disques jockeys et des danseurs formaient un défilé le long du parcours, non loin de l'entrée principale. L'idée était qu'ils attirent les visiteurs pour qu'ils rejoignent le défilé et continuent à marcher le long du parcours. En réalité, ils ne faisaient qu'obstruer ceux qui entrèrent dans la zone principale, ralentissant ainsi le flux d'entrée. L'embouteillage sur le parcours du char a entraîné une augmentation de la concentration de personnes à la rampe principale. Dès 14h42, toute la rampe principale, presque jusqu'au tunnel, était bondée. Le nombre de personnes présentes dépassait les capacités du responsable de la foule et de la sécurité, incapable de gérer le flux constant d'entrée et de sortie dans la zone principale. Ils ont essayé d'obtenir du soutien auprès de la police, mais n'ont pas pu établir de contact car ils ne disposaient ni de talkies-walkies ni de téléphone portable. 15h30. L'officier de police responsable a finalement contacté le responsable de la foule, essayant de coordonner les actions de contrôle de la foule. Le plan prévoyait de solliciter les pousseurs chargés d'aider les gens à avancer et de réduire la pression sur la rampe principale. En même temps, la police fermerait les points d'accès jusqu'à ce que la foule soit réduite et formerait un cordon au milieu de la rampe pour protéger les visiteurs. Malheureusement, le plan a échoué presque immédiatement car les pousseurs n'ont pas pu déplacer les gens vers la zone centrale. Au bout du tunnel, les festivaliers arrivant menacèrent de franchir les points de contrôle d'accès face au risque que la rampe principale devienne encore plus surpeuplée. La police a réagi en formant 2 cordons à l'extrémité de chaque tunnel pour stopper l'afflux de visiteurs. À 16h, l'afflux de visiteurs a été stoppé et l'embouteillage a commencé à se former dans le tunnel. À 16h12, la police a commencé à former un 3e cordon au milieu de la rampe, laissant pratiquement très peu de personnes dans la zone, entre 3 cordons. Personne n'était autorisé à passer, mais le problème était que personne n'était autorisé à quitter les lieux non plus. Ce que la police pensait être une solution n'a fait qu'aggraver la situation. La foule entre le 3e cordon et les portes d'entrée ne diminuait pas. Les visiteurs essayant d'entrer dans la zone du festival se heurtèrent à ceux qui voulaient sortir. Le nombre de personnes arrivant au défilé était si important qu'il n'était qu'une question de temps avant que les cordons ne cèdent. Inévitablement, celui à l'extrémité est du tunnel s'est effondré à 16h14, suivi de celui à l'extrémité ouest à 16h21. Soudain, un torrent de personnes s'est précipité vers la rampe principale où le 3e cordon retenait encore la foule. En conséquence, personne ne pouvait entrer ni sortir de la zone. De part et d'autre du 3e cordon de police, certains ont grimpé sur des poteaux, panneaux de signalisation et autres structures pour accéder au site principal au-dessus. Sous la pression de la foule, la police a dissous le 3e cordon, abandonnant ceux sur la rampe principale. 16h27. Des visiteurs ont trouvé comment sortir de la rampe principale par un escalier étroit contre le mur ouest, au-dessus de l'ouverture du tunnel. En un instant, une agitation de foule s'est produite dans la zone. Tout le monde voulait atteindre l'escalier et monter pendant que les policiers remarquaient l'agitation autour d'eux. Ils ont essayé d'en prendre le contrôle, mais ils n'ont pas réussi. À ce moment-là, la situation a commencé à basculer vers une catastrophe irréversible. Les gens continuèrent d'affluer depuis l'extrémité ouest du tunnel, rendant la foule près des escaliers étroits insupportable. Quand la police a retiré la barrière du tunnel pour laisser passer l'ambulance, des centaines de participants en ont profité pour se ruer vers la rampe. Même l'annonce de la police indiquant que la zone du festival était pleine et ne serait pas accessible avant la fin de la journée n'a rien changé. La police et la sécurité ont complètement perdu le contrôle de la foule qui était déterminée à entrer dans le festival. Il revenait aux festivaliers de sortir eux-mêmes de la turbulence mortelle de la foule. Les témoins ont décrit la scène comme douloureuse à regarder. Les gens se bousculaient, certains tentaient même de grimper sur d'autres pour atteindre l'escalier. Certains ont essayé de se sauver en grimpant sur les poteaux d'éclairage et le conteneur du responsable du contrôle de la foule. Il était important de se retrouver au-dessus de la foule si l'on voulait survivre. Il y avait des dizaines de personnes inconscientes, leurs corps maintenus debout par la masse compacte. Beaucoup levaient les mains en l'air, criant à l'aide alors qu'ils luttaient tant pour rester debout. Ici et là, une personne disparaissait simplement dans la foule en mouvement. Il y avait tellement de monde dans un espace restreint que personne ne pouvait mesurer l'ampleur du désastre qui se déroulait sous leurs yeux, non loin de la rampe principale.
L'organisateur du défilé, Régnier Chalère, donnait une interview décrivant la Love Parade de Duisbourg comme un succès total. Il ne savait pas que des gens mouraient à seulement quelques centaines de mètres de lui. Les véhicules de secours ont commencé à arriver sur les lieux alors que des dizaines de personnes gisaient au sol, sans signe de vie. À 17h02, les premiers décès ont été signalés sur la rampe. Dans l'escalier, les gens continuaient de pousser vers la zone principale du festival, beaucoup tombant sur la tête des autres. En réalisant que c'était la seule sortie de la rampe et de la foule, la police a essayé d'organiser les gens et de limiter le nombre de personnes montant les escaliers. La densité sur la rampe a diminué, mais la situation restait critique. Partout, des cris désespérés d'appel à l'aide retentissaient. Ce n'est qu'à 17h16 que la situation sur la rampe s'est éclaircie, révélant les victimes allongées inconscientes tandis que d'autres tentaient de les réanimer, juste à côté d'eux. Dans une scène terrifiante, des corps étaient extraits de la pile de personnes. Une fois la zone dégagée, la police, la sécurité et les équipes de secours se sont précipités pour aider les blessés. Les ambulances faisaient des allers-retours dans le tunnel, emmenant les blessés graves à l'hôpital, sur la rampe. Avec l'aide des visiteurs, les secouristes cherchaient des survivants pour leur donner les premiers soins. La plupart des blessés étaient évanouis, incapables de respirer dans la foule dense. Ils ont dû être réanimés. À ce moment-là, la fête continuait toujours sur la zone principale du festival. Cependant, après avoir appris ce qui s'était passé sur la rampe principale, les organisateurs ont choisi de ne pas y mettre fin. Craignant qu'une évacuation d'urgence du site ne provoque une tragédie encore plus grande, la catastrophe sur la rampe principale a entraîné la mort de 21 personnes et plus de 500 blessés. 15 personnes sont mortes sur le coup, les 6 autres ont succombé plus tard à leurs blessures. Toutes les victimes sont mortes d'asphyxie compressive, une limitation mécanique de l'expansion des poumons due à la compression du torse, entraînant une perte de souffle. Pour faire simple, l'air a été coupé du corps à cause de la pression extérieure. Sans aucun doute, c'est la turbulence de la foule qui les a tués. La question est de savoir ce qui a provoqué la turbulence au départ. Une situation comme celle-ci se produit rarement d'elle-même. Il a fallu qu'il y ait un élément déclencheur. La turbulence de foule, comme celle de la Love Parade de Duisbourg, est presque impossible à contrôler une fois qu'elle commence, et il est stupéfiant de voir à quel point elle peut se produire facilement. Le flux lent des visiteurs vers la zone principale du festival, combiné au cordon de police, a créé un embouteillage à la rampe principale. Une fois que la foule est devenue trop dense, la panique a commencé à se répandre et la turbulence de foule a débuté. De nombreux facteurs ont contribué à la catastrophe. Des responsables municipaux qui ont approuvé le festival aux organisateurs de l'événement et à la police chargée de sécuriser le site, tout le monde était impliqué. La première chose qui vient à l'esprit, c'est le choix de l'emplacement. L'ancienne gare de marchandises, car la zone du festival était relativement petite pour un événement comme la Love Parade, surtout comparé au site utilisé à Berlin. L'emplacement était également limité par des voies ferrées et une autoroute de chaque côté. Cependant, l'aspect le plus controversé était les limitations de la rampe principale, qui était censée accueillir tous les festivaliers. Même si la superficie permettait théoriquement un flux entrant et sortant régulier. En pratique, elle était limitée par les barrières installées, les stands de nourriture et les voitures de police. Sur la largeur totale de la rampe de 25 mètres, la largeur effective pour le passage des visiteurs n'était que de 11 mètres. De plus, ni le tunnel ni la rampe n'avaient de voies séparées pour l'entrée et la sortie, donc les personnes entrant et sortant devaient passer par la même zone. Les experts ont exposé en détail leurs préoccupations au maire, qui a laissé l'approbation de la Love Parade à son administration en raison de vacances privées. En réponse, l'administration a exhorté la ville à collaborer de manière constructive, et leurs représentants pouvaient nier toute responsabilité si la ville approuvait l'emplacement du festival le 21 juillet, 3 jours avant le festival. L'autorité du bâtiment a cédé sous la pression et a finalement accordé le permis. Le maire Adolf Sauerland a donné l'approbation réglementaire seulement un jour avant l'événement. Par conséquent, la Love Parade a été organisée à la hâte. Donc un certain nombre de choses ont été négligées. Un embouteillage est finalement survenu à la rampe principale, une situation que le personnel de l'événement n'a pas pu gérer. Après l'intervention de la police, ils ont sans doute été surpris par la nécessité soudaine de prendre le contrôle.
Ils ont pris la décision forcée de créer 3 cordons qui non seulement n'ont pas résolu le problème, mais l'ont rendu bien pire. Quand les cordons de police du tunnel ont cédé, des milliers de visiteurs se sont rués vers la rampe principale, formant une foule dense. Il était clair pourquoi les visiteurs et le public étaient furieux contre les organisateurs de l'événement. Ils ont exigé qu'on leur donne des explications sur les raisons pour lesquelles 21 jeunes vies ont été perdues sans raison. La réponse qu'ils ont reçue était encore plus choquante que la tragédie elle-même. Le lendemain de la tragédie, le jeu des reproches a commencé entre le maire, l'organisateur et la police. Le premier à réagir fut le syndicat de la police de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui a accusé les organisateurs d'une mauvaise préparation de l'événement et d'avoir privilégié les intérêts matériels à la sécurité des personnes. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'organisateur réponde. Reinier Schaller, multimillionnaire allemand et propriétaire d'une chaîne de salles de sport prospère, a rejeté la responsabilité, a déclaré Schaller. Tous les détails ont été approuvés ou spécifiés par les autorités. Pour défendre leur position, la police a répondu que la tragédie dans le tunnel et sur le site de la Love Parade relevait de la responsabilité de la ville et de l'organisateur, pour citer. La zone de responsabilité de la police s'arrêtait aux barrières d'isolement. Les accusations contre la police ont également été formulées par le maire Sauerland, que d'autre part le public considérait comme le principal responsable de la tragédie. Son administration a accéléré les préparatifs et a poussé les autorités de construction ainsi que les pompiers à approuver l'organisation de l'événement. De plus, l'administration municipale a complètement ignoré toutes les préoccupations exprimées par les experts concernant la sécurité des visiteurs. L'ombre de la culpabilité a plané sur la police, la ville et l'organisateur pendant plus de 5 ans. Pendant que l'enquête était en cours, le parquet de Duisbourg, qui dirigeait l'enquête, a engagé un expert britannique renommé en compression humaine, Keith Steele. En décembre 2011, il a présenté son rapport final sur l'accident, sur la base duquel le procureur a déposé ses accusations. Si les responsables de l'organisation et de la sécurisation de l'événement ne pouvaient pas se mettre d'accord sur qui blâmer, le tribunal trancherait, et le tribunal a jugé que ce n'était la faute de personne. Le 30 mars 2016, le tribunal de district de Duisbourg a décidé de ne pas donner suite aux accusations contre 10 suspects, 6 de la ville de Duisbourg et 4 employés de la société L'Opavant. Comme indiqué dans la décision du tribunal, l'accusation n'a pas réussi à prouver l'existence des manquements présumés au devoir de diligence ni leur lien de causalité. Même si le procureur a déposé une plainte et porté l'affaire devant la Cour supérieure, tout s'est terminé de la même manière. En 2019, les 7 accusés restants ont saisi l'opportunité offerte par les lois allemandes de faire abandonner les charges pénales contre eux en échange du paiement d'une amende. Pour le reste des accusés, le procès a été clôturé en avril 2020, lorsqu'il était devenu évident qu'en raison de la pandémie de Covid-19, le procès ne serait pas terminé avant l'expiration du délai de prescription de 10 ans à la fin juillet. Selon le tribunal, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de coupable pour la catastrophe. C'est tombé de nulle part, une insulte à la justice et surtout aux familles des victimes. Le maire Adolf Sauerland a été destitué en février 2012 lors d'une élection spéciale organisée à la suite de pétitions citoyennes. Il a quitté son poste de maire, surpris que les électeurs aient oublié toutes les bonnes choses qu'il avait faites pendant son mandat. Reinier Schaller n'a jamais été inquiété par la justice. Ensuite, une catastrophe de déraillement qui a anéanti une ville entière. Tout est en feu, de l'église jusqu'au métro. Les flammes, RJ, atteignent 60 mètres de haut. C'est incroyable, tu ne peux pas y croire ici. C'est une soirée de juillet douce et chaleureuse, et rien ne semble anormal dans la petite ville de Lac-Mégantic, au Québec, au Canada. Alors que la plupart des habitants dorment, 1 heure après minuit, il y a encore de l'animation au Music Café du centre-ville. C'est l'un des endroits où les habitants et les touristes se retrouvent pour se détendre et partager leurs histoires. Lac-Mégantic est le genre de petite communauté où tout le monde se connaît par son prénom. Le brouhaha au bar est soudainement interrompu par le bruit fort des roues de train qui crissent. Chaque jour, des trains de marchandises circulent dans les 2 sens, à quelques mètres du café. Cependant, l'intensité du bruit indique qu'il y a un problème avec ce train, puis 5 locomotives passent à toute allure à une vitesse vertigineuse.
Elles sont suivies d'une composition de 72 wagons-citernes remplis de pétrole brut, grinçant sur la voie et s'entrechoquant les uns contre les autres. Puis soudain, le sol tremble lorsqu'une puissante explosion et une vague de chaleur frappe le café. Depuis près de 130 ans, le chemin de fer est la bouée de sauvetage de la ville vers le reste du monde. Cette nuit-là, cependant, il n'apporte que la mort et la dévastation. 1 heure avant minuit, le 5 juillet 2013, un train est entré dans la gare de marchandises de Nantes. La composition, comprenant 5 locomotives, une voiture tampon, une voiture de commande à distance et 72 wagons-citernes, mesurait 1433 mètres de long. Il transportait 2 160 000 gallons de pétrole brut de Newtown, Dakota du Nord, à la raffinerie Irving Oil à Saint John, Nouveau-Brunswick. Le long de son trajet se trouvaient 2 villes canadiennes, Nantes et Lac-Mégantic. Le train était conduit par un mécanicien expérimenté, Tom Harding. Une fois arrivé à la gare de Nantes, Harding a garé le train sur la voie principale et l'a laissé pour qu'un autre opérateur le prenne en charge le lendemain. Il était la seule personne à bord du train, mais il a suivi toute la procédure de stationnement après avoir actionné le système de frein à air. Il a serré les freins à main sur les 5 locomotives, sur une voiture tampon et sur la première voiture. Il a ensuite effectué un test de freinage pour vérifier si les freins à main seuls étaient insuffisants pour maintenir le train immobile. De plus, Harding a contacté le contrôle du trafic ferroviaire des États-Unis pour signaler une panne de locomotive et de la fumée provenant de la locomotive de tête. J'ai remarqué en m'arrêtant ici qu'elle fumait beaucoup, avec de la fumée noire. Elle restait noire 1 minute, blanchissait brièvement, puis redevenait noire. Je suis ici depuis 10 minutes. La fumée s'est dissipée. Il y a moins de fumée qui sort actuellement. Ça continue de changer de couleur, noir et blanc, un peu là, mais... Si elle reste ici 1 ou 2 heures de plus, elle va vraiment refroidir. C'est tout ce qu'on peut faire, Tom. On vérifiera demain matin ce qu'elle dit et propose. La locomotive de tête a été laissée en marche pour maintenir la pression dans le système de freinage pneumatique. Finalement, Harding a appelé le régulateur local du trafic ferroviaire, Richard Labrie. Il a signalé que le train était sécurisé et il est parti à l'hôtel local. Harding ne s'est pas rendu compte à ce moment-là que le problème du moteur était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Quelque temps après son départ, des témoins ont signalé des étincelles sortant de l'échappement. Il n'a pas fallu longtemps avant que des flammes n'en sortent. À 23h50, les pompiers de Nantes ont reçu un appel d'urgence pour une locomotive en feu à la gare de marchandises. En quelques minutes, l'équipe de pompiers était sur place et maîtrisait l'incendie. À 23h59, Labrie a appelé Harding. Il a pris feu? Oui. Ah, vraiment? Oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un est là-haut pour s'en occuper? Oui, eh bien, ce pompier, le sapeur-pompier, était là. Oui. Et apparemment, il est mort maintenant. Oh, Et le feu, il est complètement parti. Il est éteint. D'accord. Et c'est tout ce que j'en sais. Est-ce que je dois monter là-haut et commencer? Non, Jean-Noël Busque s'en occupe. Il est allé vérifier s'il y a des dégâts et il va me rappeler. Il est allé là-bas pour vérifier s'il y a des dégâts et il va me rappeler. D'accord, rappelle-moi. RJ? Non, va te coucher. À 12h13, 2 employés de la maintenance des voies du chemin de fer, Montréal-Main et Atlantique, sont arrivés et ont pris le contrôle du train. Les employés de la MMA ont informé les pompiers que le train était en sécurité et tout le monde a quitté les lieux. L'incendie a été éteint et une catastrophe possible a été évitée. Mais pas pour longtemps. À 1h du matin, alors qu'un des pompiers rentrait chez lui, il s'est arrêté au passage à niveau, non loin de la gare de marchandises de Nantes. Il a vu exactement le même train qu'il avait sauvé d'un incendie quelques minutes plus tôt, passer le passage à niveau à grande vitesse. Sans phare ni coup de klaxon, c'était comme si un train fantôme était passé, à 17 km de Manan-Lèze, la petite ville de Lac-Mégantic. Il était environ 1h15. Lorsque le train est arrivé, roulant à plus de 70 km à l'heure, la limite de vitesse des trains dans la zone urbaine de Lac-Mégantic n'était que de 16 km à l'heure. En raison d'un long virage serré traversant la ville, rouler à une vitesse 6 fois supérieure à la limite autorisée entraînerait inévitablement un déraillement, et c'est précisément ce qui s'est produit.
La composition de 5 locomotives et d'une voiture de commande à distance a bien franchi le virage, mais la voiture tampon n'a pas pu résister à la force et a déraillé. Elle a entraîné avec elle les 72 wagons-citernes restants remplis de pétrole brut. Le choc des wagons déraillés a alors provoqué une série d'explosions massives qui ont ravagé le centre-ville de Lac-Mégantic. Le café musical était le plus proche de l'explosion. Ce n'est que par pur hasard que quelques clients ont survécu. L'explosion a tout détruit dans un rayon de 1000 mètres. D'énormes boules de feu orange ont illuminé la nuit, s'élevant à des centaines de mètres dans les airs. Malheureusement, l'explosion n'était qu'un prélude à la catastrophe qui allait se dérouler au cours des 2 jours suivants. La majorité des wagons-citernes déraillés se sont fissurés et ont commencé à fuir du pétrole. Plus d'1,5 million de gallons ont pris feu et se sont répandus dans les rues de Lac-Mégantic. L'incendie a tout consumé là où le pétrole s'était répandu, à 1h47 du matin. Le conducteur du train, Harding, a été évacué de son hôtel à Lac-Mégantic et a appelé Richard Labrie, le contrôleur de la circulation en service. Tout est en feu, de l'église jusqu'au métro, de la rivière jusqu'aux voies ferrées. Les flammes, RJ, font 60 mètres de haut. C'est incroyable, tu ne peux pas y croire ici. La catastrophe a pris les habitants par surprise. Des scènes apocalyptiques les ont vus quitter leur maison en courant à travers la fumée et les flammes dans les rues pour sauver leur vie. Dans l'agonie, des gens ont sauté des étages de leur maison pour éviter d'être brûlés vifs. L'explosion a déclenché une alerte générale. Environ 150 pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Cependant, il leur a fallu presque toute une journée pour atteindre le centre de l'incendie. Les wagons-citernes déraillés, d'où le pétrole continuait de fuir en torrent. À un moment donné, une moussinifuge spéciale a été apportée de la raffinerie de pétrole voisine pour aider les pompiers à l'éteindre. Ils ont finalement réussi. Tard dans la nuit du dimanche 7 juillet, le personnel de l'hôpital s'est mis en alerte lorsque l'alarme a retenti, s'attendant à de nombreux blessés. Cependant, pendant les 2 jours de l'incendie, un seul habitant est venu soigner ses brûlures au 2e degré. La catastrophe n'a laissé aucune chance aux blessés. Soit ils ont échappé à l'incendie, soit ils ont été brûlés vifs. Au final, 47 personnes ont été tuées par l'explosion et l'incendie. Leurs corps étaient méconnaissables à cause des brûlures. Les médecins légistes ont donc utilisé l'ADN pour les identifier. 5 corps n'ont jamais été retrouvés et on suppose qu'ils ont été vaporisés par l'explosion. Presque la moitié du centre-ville de Lac-Mégantic a été détruite, tandis que les maisons restantes ont dû être démolies à cause de la contamination par le pétrole. La catastrophe a laissé 1000 personnes sans abri, tandis qu'un autre millier a dû quitter leur maison à cause des fumées toxiques. Elle a également eu un impact à long terme sur l'environnement et la vie des habitants, à cause des 26 000 gallons de pétrole qui se sont déversés dans la rivière Chaudière et le lac voisin. En un instant, une ville paisible et pittoresque est devenue un enfer. Au milieu de tout cela, Tom Harding ne savait pas que c'était son train qui avait causé la catastrophe. Est-ce le train qui a déraillé? Non, tous les policiers étaient autour de moi, car ils savent que je travaille pour le chemin de fer. On a un train chargé à Nantes, tout va bien. Il a fallu 1 heure de plus avant que Lebris ne découvre la terrible vérité. Un répartiteur de taxi local l'a informé que le train de Harding avait effectivement déraillé et explosé. Lebris n'en croyait pas ses oreilles. Les locomotives sont sans doute parties de Nantes et ont roulé jusqu'au centre-ville où tout a explosé. Tu es sérieux? Oui. C'est le train qui est descendu. Oui, c'est le train qui est descendu. Mon chauffeur de taxi a vu les locomotives passer. Oh, Sacrament. Les locomotives, le train qui est descendu, il a fini au centre-ville. Sacrement. Il n'y a plus de centre-ville. Oh non. C'est tout le centre-ville. Si on parle du centre-ville, il brûle, il explose. Lebris a alors informé Harding que c'était son train qui s'était détaché et avait mis la ville en feu. Harding était choqué. Il aurait juré que tout était en ordre quand il l'avait laissé. C'est ton train qui est parti tout seul? Non. Oui, monsieur. Non, RJ. Oui, monsieur. Sainte-Me... Oui, monsieur. C'est ce que j'ai eu. Ça a été confirmé à 2h30. À 14h30, le train de carburant est-il arrivé ici? Oui. Ah, tabarnak de tabarnak. C'était sécurisé, RJ, quand je suis parti. Ouais. Elle était foutrement sécurisée. Merde.
C'est ce que j'ai appris aux infos. Quand as-tu appris la nouvelle? Il y a quelques minutes. À 2h25 pour être précis. Comment ce truc a-t-il roulé ainsi, RJ? Je ne sais pas. Combien de freins as-tu mis? Les unités, le VB et la première voiture, 7 freins. Pour comprendre comment on en est arrivé là, nous devons examiner plus en détail ce qui s'est passé pendant la nuit du 5 juillet. Comme prévu. Le train-citerne, exploité par le chemin de fer Montréal, Main et Atlantique, est arrivé à la gare de marchandises de Nantes. Harding a garé et sécurisé le train en activant le système de frein à air qui a verrouillé toutes les roues par mesure de précaution. Il a aussi serré les freins à main sur les 5 locomotives et 2 wagons, au cas où le frein à air tomberait en panne. Cependant, comme le train était laissé sur une pente, il était censé serrer les freins à main sur au moins 2 fois plus de wagons-citernes. Il ne l'a probablement pas fait parce qu'il était la seule personne de service. Et serrer un seul frein était une procédure de 3 minutes qui demandait beaucoup de force. Ensuite, Harding a effectué un test de freinage obligatoire pour s'assurer que le train serait maintenu uniquement par les freins à main. Malheureusement, il a accidentellement laissé les freins à air enclenchés pendant le test, ce qui lui a fait croire que les freins à main tiendraient le train. Harding a laissé la locomotive de tête en marche pour maintenir la pression dans le système de freinage à air, avec les freins à air appliqués. Il n'y avait aucune chance que le train bouge, et pourtant il l'a fait. D'une manière ou d'une autre. 8 mois avant l'accident, la locomotive avait été envoyée à un atelier de réparation à cause d'une panne de moteur. Pour gagner du temps, les responsables de MMA ont décidé de réparer le moteur avec une pièce dont la résistance et la durabilité étaient insuffisantes. Le transport du pétrole était lucratif. Ils ne voulaient pas se permettre d'avoir une locomotive à l'arrêt. Le jour de la catastrophe, la pièce de mauvaise qualité a cédé, permettant à l'huile de s'échapper dans le corps du turbocompresseur. Comme le moteur était resté en marche, l'huile continuait de s'accumuler, et une fois qu'elle a surchauffé, elle a enflammé tout le moteur. Les pompiers ont réagi rapidement et ont empêché le feu de se propager. Cependant, pour l'éteindre, ils ont dû arrêter le moteur. En coupant le moteur, ils ont stoppé l'air du système de freinage pneumatique. Malheureusement, les employés de la maintenance des voies de MMA envoyés sur les lieux n'étaient pas des conducteurs de train et ignoraient soit les conséquences de laisser le moteur de la locomotive éteint. Si l'opérateur Harding avait été présent, il aurait sûrement redémarré le moteur, mais son collègue lui a assuré qu'il n'aurait pas besoin de faire le déplacement. Après que l'incendie ait été éteint, les pompiers et les employés de la MMA ont quitté les lieux, convaincus que tout était en parfait ordre. En réalité, une tragédie était sur le point de se produire. Sans le moteur en marche, le système de frein à air a progressivement perdu toute pression. Ainsi, le train était sur des voies en pente, retenues seulement par les freins à main. La plupart des réseaux ferroviaires garaient les trains sur des voies de garage avec butoir, mais la MMA autorisait le stationnement sur la voie principale. Ainsi, sans frein suffisant, le train transportant plus de 2 millions de gallons de pétrole a commencé à descendre la voie. Pour aggraver les choses, la voie entre Nantes et Lac-Mégantic descendait de plus d'1 mètre tous les 100 mètres. Au moment où il a atteint le virage à Lac-Mégantic, le train pesant 10 287 tonnes métriques avait suffisamment accéléré pour dérailler. Il ne fait aucun doute que la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic a résulté de systèmes de gestion défaillants et de réglementation inadéquates. Ce sont les conclusions auxquelles est parvenu le Bureau fédéral de la sécurité des transports dans son rapport d'accident de 181 pages. La majeure partie de la responsabilité a été attribuée au chemin de fer, Montréal, Maine et Atlantique pour ne pas avoir exploité le train en toute sécurité, ainsi qu'à Transport Canada, l'institution fédérale responsable des politiques de transport. La MMA, cependant, a rejeté la faute sur ses propres employés. Tom Harding, responsable de l'exploitation du train la nuit de l'accident, ainsi que Richard Labrie et Jean Demaître, le contrôleur de la circulation ferroviaire et le directeur des opérations ferroviaires. Les 3 ont été arrêtés en 2014 et inculpés d'un chef de négligence criminelle pour avoir causé la mort de 47 personnes. Lors du procès d'1 mois, la défense a soutenu que les accusés n'avaient pas eu de formation de sécurité adéquate. Et tout ce qu'ils ont fait, la nuit de la tragédie, était conforme aux règlements de l'entreprise. Les 3 ont servi de boucs émissaires, alors que la véritable responsabilité incombait à ceux qui géraient les chemins de fer avec moins d'argent pour plus de profit. Finalement, les 3 accusés ont tous été acquittés, au grand bonheur de leurs collègues et des habitants de Lac-Mégantic.
Mais à leur grande déception, la MMA et le chemin de fer canadien Pacifique, en tant que principal entrepreneur, s'en sont sortis indemnes. En août 2013, la compagnie s'est placée sous la protection de la loi sur la faillite au Canada et aux États-Unis, faute d'actifs et d'assurances pour indemniser les victimes de la catastrophe. D'autres entreprises, visées par des recours collectifs, ont accepté de verser une indemnisation aux victimes contre leur retrait de l'affaire. Au final, elles ont versé 450 millions de dollars américains aux victimes et à d'autres créanciers. Les autorités fédérales canadiennes et américaines ont réagi à la catastrophe en annonçant une série de mesures de sécurité, notamment de nouvelles normes de sécurité pour les wagons, des limitations de vitesse dans les zones urbaines et l'obligation d'installer des systèmes de freinage électronique. Bien qu'après plus de 10 ans, les compagnies ferroviaires refusent toujours de mettre en œuvre les normes qui vont à l'encontre de leurs intérêts économiques. Ensuite, nous nous tournons vers un ultramarathon de 62 miles, qui a coûté la vie à 21 coureurs, venant des steppes de Mongolie. Un front froid est descendu sur la forêt de pierre du fleuve Jaune, dans le nord de la Chine. En seulement quelques heures, ce qui semblait être une journée fraîche s'est transformé en super tempête. La température a soudainement chuté à -5 degrés Celsius, alors que le vent atteignait la force d'un coup de vent. Derrière le rocher, à l'abri de la tempête de grêle qui s'abattait sur le sol, il y avait un homme recroquevillé. Un coureur vêtu de peu plus qu'un short et un t-shirt grelottait de froid, de la mousse à la bouche, et il avait à peine un pouls. Dans toute la région, des dizaines d'autres coureurs étaient dans la même situation. Ils ont gravi la montagne en essayant de gagner une course, mais ont fini par lutter contre la tempête pour sauver leur vie. C'était le 22 mai 2021. Le parc géologique national de la forêt de pierre du fleuve Jaune, en Chine, accueillait une course de trail de 100 km, la chance Ambition. Cette discipline sportive exigeante a rassemblé des milliers de concurrents, dont certains des meilleurs coureurs du pays et de l'étranger. Les participants se sont réunis pour la 4e fois le long de la colline Mijiashin. La course extraordinairement exigeante et éprouvante était réservée uniquement aux athlètes expérimentés capables de prouver qu'ils avaient terminé une course similaire au cours de l'année écoulée. Cependant, selon les normes sportives, ce parcours était l'un des plus faciles du calendrier. Son dénivelé total était inférieur à 3000 mètres, ce qui n'est pas beaucoup comparé à d'autres parcours en Chine. De plus, le terrain n'était pas trop compliqué et pouvait être couru. Cependant, le parcours comportait quelques sections délicates, la plus difficile étant la portion de 8 km entre les points de contrôle 2 et 3. Cette partie, appelée No Man's Land, était un sentier raide, étroit, composé de pierres et de sable, inaccessible aux véhicules. Elle se terminait au point le plus élevé du sentier, à 2230 mètres, où les coureurs devaient parfois grimper avec mains et pieds. C'est sur cette portion du sentier que la catastrophe a eu lieu. La course a été organisée par la préfecture de Bayan et le comité du Parti communiste du comté de Jingtai afin d'améliorer l'offre touristique de la région. Ils étaient censés superviser les organisateurs de la course sur le terrain, cependant ils ne se souciaient pas vraiment de leur devoir. En conséquence, le contrôle total de la course ainsi que de tout le reste nécessaire était entre les mains des organisateurs sur le terrain et d'une société de marketing sportif qui soutenait l'événement. Malheureusement, ces personnes avaient peu d'expérience dans ce travail, ce qui a conduit à l'issue fatale. Le 21 mai, l'équipe de l'événement s'est réunie avant la course pour expliquer le parcours aux concurrents. Il y avait 10 points de contrôle et l'heure de clôture estimée était de 20 heures, ce qui signifiait que les coureurs devraient passer la nuit quelque part en chemin. Au point de contrôle numéro 6, les organisateurs ont installé une station pour permettre aux participants de changer de chaussures ou de vêtements et de manger. Ils ont aussi proposé d'envoyer les sacs à dos des coureurs à ce point de contrôle, mais il n'y avait pas de personnel aux autres points de contrôle. En conséquence, personne n'était là pour signaler les coureurs portés disparus lorsque la catastrophe a frappé. Pire encore, il y avait des zones blanches pour le signal du téléphone portable. La zone interdite comprise. Un fait méconnu. Pour les organisateurs, la plus grande négligence a été d'ignorer le bulletin météorologique spécial émis par le Bureau météorologique provincial du Gansu. Du 21 au 22, il y aura de forts vents, du sable et de la poussière, une baisse des températures et des précipitations dans la province du Gansu. En mai, les phénomènes convectifs sont devenus fréquents et intenses. Faites attention à prévenir les fortes précipitations de courte durée, la grêle, le tonnerre et les éclairs, ainsi que divers effets néfastes comme les vents violents.
Il y a 3 ans, il faisait chaud et ensoleillé, et les organisateurs pensaient dit que ce serait pareil cette année. Le matin de la course, le 22 mai, il est devenu évident que le temps serait tout sauf agréable. Certains coureurs se sont abrités du vent qui devenait plus fort chaque heure. Ils ne portaient que des shorts et des t-shirts. Leurs coupe-vent, rangés avec leurs affaires, ont été envoyés au point de contrôle numéro 6 avant la course. À 9h, la course a débuté. La température réelle du carburant était de 7 degrés Celsius. Alors que les coureurs passaient par les points de contrôle, le temps empirait. Au loin, il y avait de gros nuages noirs et un vent fort. À 11h du matin, il a commencé à pleuvoir. Le groupe de tête avait déjà franchi le 2e contrôle quand la tempête est devenue évidente. 3 heures après le début de la course, la température a chuté et la grêle s'est abattue. À ce moment, un groupe de coureurs franchissait la section la plus difficile du parcours, près du 3e point de contrôle. Malgré les avertissements de certains coureurs qui avaient abandonné et descendaient par le parcours, ils ont continué à monter. Malheureusement, c'est ce groupe de coureurs qui a subi le plus de pertes. Le premier appel de détresse a eu lieu peu après midi. Les organisateurs ont alors envoyé l'équipe de secours pour rechercher les coureurs. Heureusement, la plupart étaient déjà descendus ou n'avaient pas encore atteint la partie la plus difficile. De nombreuses personnes se sont réfugiées dans des maisons en pierre le long de la route, d'où les secours les ont récupérés. Hélas, les coureurs près du point de contrôle 3 n'ont pas eu cette chance. Ils se sont avancés dans le No Man's Land, sans possibilité de retour une fois la tempête commencée. Le temps a changé si rapidement que les participants ont eu très peu de temps pour se mettre à l'abri. Ils étaient treintes et trempés, leurs visages et leurs corps meurtris par la grêle. La forte grêle a réduit la visibilité de façon drastique. Il n'est donc pas étonnant que les coureurs se soient désorientés. Tandis que certains se cachaient derrière des rochers, d'autres se sont perdus en cherchant un abri. Les coureurs ont commencé à sombrer dans l'hypothermie alors que la température est descendue à moins 5 degrés Celsius entre 11h20 et 13h50. Ils perdirent la sensation dans leurs jambes et perdaient en connaissance. Une tempête d'une telle ampleur signifiait une mort certaine. Le vent et la pluie sont trop forts là-haut. De nombreuses personnes souffrent d'hypothermie. Je vais bien et suis en forme. Je me rends vite au poste de contrôle. C'était un véritable miracle qu'un chevrier local de 49 ans, Jules Hemming, se cachait dans une grotte voisine qu'il utilisait comme abri par mauvais temps. À 14h, il a remarqué un coureur désorienté devant sa grotte. Il l'a recueilli et l'a installé près du feu. Hemming lui a donné une couverture pour qu'il se réchauffe. Bientôt, 5 autres coureurs ont trouvé refuge dans la grotte de Hemming. À l'intérieur, les 6 ont séché leurs vêtements et repris des forces grâce à la chaleur du feu. L'équipe de secours est venue les récupérer plus tard. Vers 16h, Hemming a réussi à trouver du réseau et a informé les villageois voisins que des coureurs étaient piégés dans la montagne à cause du mauvais temps. Les habitants se sont précipités pour aider, apportant des vêtements chauds et des couvertures. Finalement, la plupart des survivants ont été sauvés par les habitants, qui les ont emmenés dans des grottes pour s'abriter. En même temps, les pompiers du comté de Jingtai ont été envoyés pour porter secours. Cependant, ils ne pouvaient aller en voiture que jusqu'au point de contrôle numéro 4, puis ont dû continuer à pied jusqu'à la zone des coureurs perdus. Par la suite, une fois arrivés sur les lieux à 21h, la mission de sauvetage s'était transformée en mission de récupération des corps. Les autorités ont rapidement déterminé les causes de la tragédie et la responsabilité des organisateurs. En 2019, moins d'un cinquième des courses étaient certifiées par l'Association chinoise d'athlétisme. Un nombre étonnant était organisé par des équipes inexpérimentées dans la gestion de tels événements. Tout le personnel du Gansu Ultramarathon était composé de travailleurs à temps partiel, aucun d'entre eux n'ayant d'expérience préalable dans l'organisation d'événements. Une équipe de recherche et de sauvetage Blue Sky privée engagée pour couvrir la course était mal équipée et mal préparée pour faire face à la situation. L'organisateur n'a également pas respecté les normes de sécurité de base. La plupart des coureurs de la course du Gansu ne disposaient donc pas de l'équipement chaud obligatoire, ayant confié leurs vêtements chauds à l'équipe pour qu'elle les emmène au point de contrôle 6. Cependant, la négligence la plus grave de l'organisateur a été d'ignorer le bulletin météo, même lorsqu'il est devenu évident que le temps se dégradait. Les organisateurs hésitaient à annuler la course. Ils ne l'ont fait que lorsqu'il était trop tard pour les coureurs qui s'étaient déjà engagés loin dans la section entre les points de contrôle 2 et 3. Les corps de 21 coureurs, 18 hommes et 3 femmes ont été retrouvés. Malheureusement, ils étaient tous morts d'hypothermie. Sur 172 coureurs seuls, 4 ont atteint le point de contrôle 4.
Le nombre de victimes a fait de la catastrophe de l'ultramarathon du Gansu la plus meurtrière à ce jour. Dans un schéma familier de la politique chinoise, les autorités locales ont d'abord été tenues responsables de la catastrophe. Une inspection de 2 semaines a abouti à 31 accusations. 5 employés de l'entreprise qui a organisé l'ultramarathon ont été confrontés à des poursuites pénales. 26 responsables locaux du parti ont été sanctionnés, certains seulement avec des avertissements administratifs. D'autres, cependant, ont dû faire face à la perte de leur emploi, à la détention et à des enquêtes criminelles. L'administration générale des sports de Chine a suspendu tous les événements sportifs à haut risque, dont les marathons, sans autorité de supervision claire, règles établies, ni normes de sécurité. Après le Gansu, une autre tragédie survient, peut-être le pire naufrage dont vous n'avez jamais entendu parler. Il s'agit d'un voyage de routine, transportant des vacanciers, rendant visite à leur famille. Lorsque la tragédie frappe, les passagers terrifiés du Donapaz risquent leur vie en sautant de cette boule de feu flottante. Pour certains, c'est une décision fatale, quoi qu'il arrive, et ce n'est pas la première fois que la compagnie maritime fait face à un accident évitable, ni la dernière. Lorsque le Donapaz quitte le port le 20 décembre 1987, tout le monde s'attend à ce qu'il arrive à destination. Le ferry à passagers immatriculé aux Philippines effectue le trajet de Tacloban à Manille 2 fois par semaine. Bien que le naufrage du Donapaz soit la plus grande catastrophe maritime en temps de paix, c'est sans doute l'une des tragédies les moins connues. En route, le ferry à passagers Inner Island est entré en collision avec un pétrolier philippin, le MT Vector, à Dumali Point, près de l'île de Marinduque. Le pétrolier se dirige de Bataan vers Masbat, transportant 1041 tonnes d'essence et de produits pétroliers pour Caltech Philippines. Malheureusement, ni le ferry à passagers ni le pétrolier n'atteindront jamais leur destination, et seuls 24 passagers du ferry et 2 membres d'équipage du pétrolier survivront pour raconter ce qui s'est passé ce soir-là, puisque aucun membre d'équipage du Donapaz n'a survécu, et que les 2 membres d'équipage du Vector dormaient apparemment au moment de la collision. Seuls les témoignages des survivants peuvent nous aider à reconstituer ce qui a causé la tragédie. On estime que jusqu'à 16 millions d'insulaires voyagent chaque année entre environ 7000 îles aux Philippines, faisant du ferry le mode de transport le plus économique pour de nombreux habitants. Selon des rapports ultérieurs, la surpopulation sur les ferries d'Otachari de passagers est notoire dans le pays, mais elle l'était encore plus cette fois-ci. Juste 5 jours avant Noël. Le dimanche 20 décembre, la Donapaz se dirigeait vers Manille avec de nombreux insulaires enthousiastes, espérant retrouver leur famille pour la période des fêtes. Des témoignages affirment que le navire, enregistré pour transporter un peu plus de 1500 passagers, penchait nettement plus d'un côté lorsqu'il a quitté le port, ce qui indiquait qu'il était lourdement chargé. À 6h30 du matin, Donapaz a quitté l'île de Leyte, mettant le cap sur Manille pour un voyage de nuit. Selon le manifeste initial du navire, celui-ci transportait 1493 passagers et 59 membres d'équipage. En revanche, les survivants affirment que le ferry était bondé. L'une des survivantes, Luria Bascal, qui voyageait avec son père, Salvador, a raconté à une équipe de tournage de National Geographic que les passagers étaient entassés dans le ferry comme des cafards ou des fourmis. Elle a dit avoir vu au moins 4 personnes partager des couchettes de fortune, tandis que des centaines d'autres s'installaient difficilement sur les sols du ferry à 3 ponts. Dans le même documentaire, un autre survivant, l'officier militaire Ludgardo Nido, raconte que lui et environ 1000 soldats sont montés à bord à la dernière minute et n'ont donc pas été inscrits sur le manifeste officiel du navire. On pense également qu'environ 1000 enfants de moins de 4 ans, selon les estimations des survivants, n'ont pas non plus été inscrits sur le manifeste. Cela signifiait que le nombre estimé de personnes à bord était 2 fois supérieur à ce qui avait été annoncé, avec plus de 3000 personnes à bord. Vers 10h ce soir-là, de nombreux passagers dormaient, car le ferry devait arriver à Manille vers 4h30 du matin. À seulement 6 heures de l'arrivée, selon les survivants, la soirée était claire et les eaux agitées, alors que la Donapaz descendait le détroit de Tabla. Le père d'Aludia, Salvador Bascal, se trouvait sur le pont supérieur ce soir-là et a vu les lumières d'un navire se diriger vers le ferry. Il allait bientôt se rendre compte que le bateau naviguait beaucoup trop près et qu'il allait entrer en collision avec leur navire.
Ce navire était bien sûr le MT Vector, un navire en acier de 629 tonnes, transportant des milliers de barils de produits pétroliers hautement inflammables, ainsi que son équipage de 13 personnes. Pourtant, malgré une bonne visibilité et des conditions de mer calmes, le Vector a percuté de plein fouet le côté bâbord du Donia Pass, provoquant une explosion qui a ravagé la salle des machines et le tableau principal du ferry. Les survivants disent que le feu s'est vite propagé sur le navire, piégeant de nombreux passagers dans les flammes incapables d'atteindre les ponts. On pense que l'explosion a provoqué une panne de courant à bord, entraînant une bousculade frénétique dans les couloirs surpeuplés alors que les gens tentaient d'échapper aux flammes et aux fumées toxiques. D'après les rapports, des centaines de passagers ayant atteint le pont supérieur près des rambardes se sont jetés dans les eaux du détroit, tristement célèbre pour les requins, plutôt que de risquer de mourir dans les flammes du ferry. Mais ils ne savaient pas à ce moment-là que la cargaison explosive avait provoqué une explosion sur le pétrolier, transformant rapidement les eaux environnantes en une mer de feu. Nito, l'officier militaire, aurait été l'une des premières personnes à sauter du navire au moment de l'impact. Selon lui, les 2 navires ont explosé 1 minute plus tard, enflammant l'épaisse nappe de pétrole à la surface de l'eau. Aludia, qui a réussi à sauter par-dessus bord, s'est rapidement rendu compte que la mer était en feu et s'est résignée au fait qu'elle allait probablement mourir là. Les rapports signalent que les flammes se sont rapidement propagées sur plusieurs kilomètres autour des navires, attisées par les vents du soir à la surface de l'eau. Alors que les passagers se jetaient dans l'océan, ils découvrirent à leur grande horreur que les eaux autour des navires étaient jonchées des cadavres brûlés de leurs compagnons de voyage. Aludia a dit avoir eu du mal à rester à la surface et a vite constaté que l'eau chauffait et brûlait les survivants. Mais alors qu'elle abandonnait la lutte pour rester en vie, son père Salvador la trouva, la peau arrachée, lorsqu'il l'attrapa. Les deux ont dit qu'ils avaient nagé pendant plus d'1 heure pour échapper aux eaux chaudes qui les brûlaient alors qu'il leur restait peu de force pour continuer leur lutte pour survivre. Le couple a été repêché hors de l'eau par un cargo, le Don Claudio, qui les a sauvés ainsi que le reste des survivants. Selon les enquêtes maritimes et les rapports de personnes disparues, on estime que plus de 4300 personnes voyageaient sur le ferry ce soir-là. Tragiquement, seuls 24 passagers ont survécu, ainsi que 2 membres d'équipage du pétrolier. Beaucoup ont dû recevoir des soins d'urgence pour des brûlures au 3e degré. Des survivants ont même témoigné avoir vu la peau se détacher de leurs proches. En 2012, il a été révélé qu'il y avait en fait 25 survivants du Donia Pass. Lorsque Valeriana Duma l'a révélé lors d'une émission télévisée appelée Wish Kolong, elle n'avait que 14 ans à l'époque. Duma n'avait pas été recensée par les autorités, faisant d'elle la plus jeune survivante. Il a fallu moins de 2 heures pour que le Donia Pass atteigne sa dernière demeure sous les eaux. Arnel Galang, qui avait 18 ans à l'époque, a raconté aux journalistes que le navire a été englouti par les flammes et a tourné 2 fois avant de couler lentement. Le MT Vector a sombré 4 heures après l'explosion initiale. Les autorités maritimes philippines n'auraient appris la collision que 8 heures après l'incident. Il faudrait encore 8 heures aux autorités pour organiser une opération de recherche et de sauvetage coordonnée. Au cours des jours suivants, seulement 207 corps ont été retrouvés sur les rives du détroit de Tbilas. Beaucoup pensent que si peu de corps ont été retrouvés, c'est parce que la région est tristement célèbre pour ses requins mangeurs d'hommes. Les experts maritimes, cependant, estiment qu'il est plus probable que les passagers du ferry soient morts dans les ponts inférieurs surpeuplés, submergés par les flammes et incapables de trouver leur chemin vers les ponts supérieurs. Mais comment exactement ces 2 navires sont-ils entrés en collision ? Les rapports, basés sur des témoignages, ont révélé qu'il s'agissait d'une soirée dégagée, ce qui signifiait que la visibilité était bonne. Les 2 navires avaient dans leur feu allumé et avançaient entassés lentement à ce moment-là, le Donia Pass à 16 miles par heure et le Vector à seulement 5 miles par heure. On pense également que les navires étaient entourés de plus de 11,5 miles carrés de mer ouverte, ce qui laissait suffisamment d'espace pour éviter une collision. Alors, que s'est-il passé cette nuit-là ? Selon un membre d'équipage survivant du Vector, le second officier Reynaldo Torif, le navire manquait de personnel. Ni lui ni le capitaine Celso Abella n'avaient les licences nécessaires. Le capitaine Abella ne possédait qu'une licence de second officier, tandis que le chef et l'ingénieur en chef n'avaient aucune licence.
En plus de cela, le Vector ne possédait pas de certificat d'inspection, ce qui rendait le navire impropre à la navigation à ce moment-là. La commission d'enquête maritime, chargée d'examiner l'incident, a constaté qu'il fallait 2 personnes pour manœuvrer la barre du pétrolier en raison du poids du navire, ce qui a entraîné un mouvement en zigzag vers le Donia Pass, pouvant avoir déconcerté l'équipage. Pourtant, avec suffisamment d'espace pour manœuvrer en pleine mer, pourquoi le Donia Pass ne s'est-il pas écarté ? Eh bien, selon les déclarations sous serment des survivants, le capitaine du navire, Usbio Nazareno, regardait apparemment un film au moment de la collision. Les 2 autres officiers supérieurs auraient été vus en train de boire des bières. Le survivant Nito a déclaré qu'il parlait avec un soldat avant la collision, qui lui a dit qu'il y avait une fête sur la passerelle en présence du capitaine. Nito a ajouté que le soldat en avait déduit qu'un apprenti timonier était probablement en train de diriger le navire à ce moment-là. Pourquoi les navires n'ont-ils pas communiqué par radio ? D'après les enquêtes de la commission d'enquête maritime, le Vector avait une licence radio expirée et la Donia Paz en possédait une fausse. Alors qui est responsable de cette tragédie ? La commission a conclu que l'incident mortel était dû à une série de négligences en matière de sécurité sur les 2 navires. Les propriétaires du Vector ont été jugés responsables, car le navire n'était pas en état de naviguer et fonctionnait sans licence, sans vigie et sans capitaine qualifié. La commission a ensuite statué contre l'exploitant et le propriétaire du Vector, Francisco Sorion, ainsi que contre la Vector Shipping Corporation, déchargeant les propriétaires du Donia Paz, Sulpicio Lines, de toute responsabilité dans l'accident. Les enquêtes de la garde côtière philippine ont montré qu'aucun membre d'équipage du Donia Paz n'était à son poste lors de la collision, seul un apprenti surveillait la passerelle. L'équipage n'a également donné aucune consigne concernant les efforts d'évacuation sur le ferry, ce qui a été aggravé par le manque de gilets de sauvetage enfermés dans les casiers du pont. Les avocats des propriétaires du Vector ont précisé que le Donia Pass avait été rénové au début des années 1980, ajoutant 2 ponts pour accueillir plus de passagers. Cependant, le certificat de stabilité du navire avait été délivré en 1980 sur la base de 2 ponts, et non des 4 qu'il possédait lorsqu'il a coulé. Cela signifiait que le Donia Paz n'était en réalité pas en état de naviguer au moment de la collision. Comme le certificat de stabilité délivré ne tenait pas compte des 2 ponts supplémentaires, le certificat de stabilité régule essentiellement que le navire a la capacité de retrouver son équilibre, s'il y a une inclinaison causée par des facteurs extérieurs comme des vents forts ou des vagues lorsque le navire tourne. Nous savons, grâce aux témoignages, que le navire penchait déjà d'un côté en raison de la surpopulation, ce qui aurait pu affecter sa capacité à manœuvrer pour éviter le pétrolier qui approchait. Il semble cependant que la tragédie et le chagrin allaient y suivre. Sulpicio Lines, le propriétaire de la compagnie, a été impliqué dans 4 accidents maritimes qui ont coûté la vie à environ 5000 personnes sur une période de 11 ans. Le dernier incident, en 2008, a vu le Princess of the Star sombrer près de l'île de Sibuyan, faisant environ 800 morts. Une cérémonie commémorative en l'honneur des victimes de la tragédie a eu lieu dans un parc à Cat Balogan, la dernière escale du navire avant qu'il ne prenne la mer pour ce voyage funeste. Le site commémoratif de Pietà, qui signifie pitié en italien, offre aux familles et aux amis des victimes un espace pour honorer leur mémoire en l'absence de lieu de sépulture. Comme de nombreux corps n'ont pas été retrouvés, Sulpicio Lines a depuis changé de nom et opère désormais sous le nom de Philippine Span Asia Carrier Corporation. Elle se limite maintenant uniquement au transport de marchandises. Ensuite, il y a la catastrophe du train toxique de 2023 qui a semé la panique dans tout l'Ohio. La paisible ville d'East Palestine, dans l'Ohio, est devenue un nom connu de tous lorsqu'un train de marchandises transportant un lourd cocktail de produits chimiques explosifs a déraillé et pris feu. Mais la véritable ampleur de la situation ne serait révélée que dans les semaines et les mois qui ont suivi. Le train de marchandises de 150 wagons exploité par Norfolk Southern a quitté Madison dans l'Illinois le mercredi 1er février 2023. C'était un trajet de routine vers Conway, en Pennsylvanie, qui abrite l'un des plus grands triages ferroviaires des États-Unis. L'itinéraire le plus direct longeait le lac Erie jusqu'à Cleveland, en traversant plusieurs villes sur le chemin. Il aurait ensuite emprunté une autre voie vers Alliance qui va vers l'est, mais la situation s'est rapidement détériorée. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi, avec une moyenne de plus de 3 déraillements de train par jour, celui-ci est si controversé.
Nous verrons comment l'incident est devenu viral sur les réseaux sociaux et s'est rapidement politisé. Alors que le train entrait dans Salem, à environ 30 km d'East Palestine, des images de vidéosurveillance ont capté des flammes provenant du dessous d'un des wagons. En moins d'1 heure, il allait foncer vers un destin catastrophique. Juste avant 21 h le vendredi. Le 3 février, la catastrophe a frappé l'enclave paisible d'East Palestine lorsque le train a déraillé, provoquant une explosion et laissant la dévastation derrière lui. Et les habitants n'avaient aucune idée que ce ne serait que le début d'un cauchemar environnemental. Le rapport préliminaire du Conseil national de la sécurité des transports a révélé qu'un ingénieur avait ralenti et arrêté les wagons après avoir reçu un message d'alarme sonore critique signalant un essieu en surchauffe. Ce n'est qu'une fois que le train de 9000 pieds s'est complètement arrêté, que l'équipage a vu le feu et a alerté les services d'urgence d'un possible déraillement. Le problème était que, sur les 38 wagons impliqués, 10 transportaient des matières hautement dangereuses. En fait, l'un des produits chimiques transportés était plus de 115 000 gallons de chlorure de vinyle, un gaz cancérigène utilisé pour fabriquer des plastiques qui, s'il est inhalé, peut augmenter le risque de cancer du foie, du cerveau et des poumons. De plus, la petite ville, avec une population de 4 700 habitants, ne comptait qu'un seul pompier à temps plein, soutenu par des bénévoles. Cependant, il n'avait aucune formation aux matières dangereuses, ni accès à un équipement spécialisé. Près de 300 pompiers issus de 50 services se sont précipités sur place. Plus de 6 heures ont passé avant l'arrivée des spécialistes des urgences liés au liquide inflammable venu d'East Liverpool. Pour aggraver les choses, la visibilité était mauvaise et beaucoup des panneaux de signalisation sur les wagons renversés ont été détruits. Les équipes ignoraient quels produits chimiques fuyaient pendant l'incendie. L'incendie était si intense que l'équipement des intervenants se désintégrait. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait du feu partout. Placés dans une situation très dangereuse, ils ont protégé notre ville. Peu après 22 heures, des centaines de résidents, dans un rayon d'1 mile autour de la zone du déraillement, ont été évacués. Veuillez quitter la zone immédiatement. Ici la patrouille routière de l'État de l'Ohio. J'ai eu très peur pour nos habitants en découvrant ce qui s'était échappé. C'est alors que j'ai ordonné l'évacuation. Aux premières heures du matin, des membres de l'Agence de protection de l'environnement sont arrivés sur les lieux pour surveiller et mesurer les composés organiques volatiles dans l'air. Les premières analyses n'ont révélé aucun signe de polluant dangereux, à l'exception de minuscules particules appelées matières particulières, qui étaient à les considérer comme sans danger pour les communautés environnantes. Cependant, les équipes ont découvert un ruissellement contaminé dans 2 cours d'eau de surface, Sulphur Run et Leslie Run. En réponse, les entrepreneurs d'urgence de Norfolk Southern ont installé des barrages flottants et sous écoulement pour limiter l'écoulement de l'eau contaminée et collecter le produit flottant. Des pompes d'aération ont vite été installées le long des 2 cours d'eau pour éliminer les traces de produits chimiques. 3 jours plus tard, l'enfer brûlait toujours, et les responsables ont confirmé que le produit chimique en combustion était du chlorure de vinyle. Les inquiétudes grandissaient concernant la montée de la température à l'intérieur de l'un des wagons de matières dangereuses, et les craintes augmentaient qu'une explosion puisse projeter des éclats jusqu'à 1 mile de distance. Pour éviter cela, les autorités ont ordonné à toute la ville de rester confinée. En plus d'opter pour la libération contrôlée du chlorure de vinyle, les responsables ont averti que la combustion contrôlée produirait du phosgène et du chlorure d'hydrogène dans l'air. Le phosgène est un gaz hautement toxique qui a été utilisé comme arme pendant la Première Guerre mondiale. Il cause vomissements, difficultés respiratoires et brûlures à la gorge et aux yeux. Cette menace imminente a entraîné l'élargissement de la zone d'évacuation à une zone d'environ 1 mile sur 2 autour d'East Palestine, quelques heures seulement avant la libération contrôlée. La libération a eu lieu 4 jours après le déraillement, en utilisant de petites charges pour créer des trous dans les réservoirs d'environ 8 cm de diamètre. Les matières dangereuses étaient ensuite lentement dirigées vers des tranchées creusées dans le sol où des fusées éclairantes étaient alignées pour enflammer le produit chimique et le brûler. Tout ce qui restait était ensuite traité ou retiré. La combustion contrôlée a envoyé un gigantesque nuage noir de fumée toxique dans l'air. L'incendie a duré plusieurs heures, laissant un brouillard de fumée dense et des émanations nauséabondes qui sentaient le plastique brûlé.
Même ainsi, les détecteurs mobiles de l'EPA ne semblaient toujours pas détecter de niveaux excessifs de gaz nocifs après le rejet, mais les niveaux de particules fines ont augmenté à certains endroits dans les heures qui ont suivi le déraillement et la combustion contrôlée. Ceux-ci ne le sont pas. Ceux-ci ne le sont pas. Ce ne sont pas des nuages d'orage, c'est un... S'il brûle le F, s'il brûle Taïf-Palestine, ce ne sont pas des nuages d'orage. Regarde ça. C'est au-dessus de Darlington. L'ordre d'évacuation a été levé 2 jours plus tard après que des centaines d'échantillons de qualité de l'air se sont révélés inférieurs au seuil de sécurité, y compris à l'intérieur de plus de 500 maisons. L'eau du robinet provenant du réseau municipal n'a pas non plus montré de signes de produits chimiques dangereux. Pourtant, les membres de la communauté restaient sceptiques quant à leur retour chez eux, beaucoup étant méfiants à cause de l'odeur chimique, semblable à celle de diluants à peinture ou de chlore qui persistait dans l'air. Et après leur retour, plusieurs habitants ont commencé à se plaindre d'éruptions cutanées, de maux de gorge, de nausées et de maux de tête, ce qui a suscité des craintes que l'air ne soit pas aussi sûr que les autorités l'affirmaient. Près de 5 jours après le déraillement, les premiers d'une longue série de recours collectifs ont été déposés contre Norfolk Southern. Selon la plainte, la compagnie ferroviaire n'a pas fait preuve de la diligence raisonnable envers les résidents touchés par la catastrophe et la libération consécutive de produits chimiques dangereux. Ce même soir, Norfolk Southern a repris ses opérations sur sa ligne principale Cleveland-Pittsburgh à travers East Palestine. Plus de 10 jours après le déraillement, des membres mécontents de la communauté devaient rencontrer des responsables, dont Norfolk Southern, pour discuter des inquiétudes croissantes sur la santé et la sécurité. Mais les responsables locaux ont dû répondre aux questions des habitants bouleversés parce que l'entreprise s'est retirée de la réunion, affirmant qu'elle craignait pour la sécurité de ses employés. Norfolk Southern, de son côté, a commencé à offrir aux résidents touchés 1 000 $ en compensation pour les désagréments liés aux évacuations, revenant sur une offre précédente de payer les frais d'hébergement à l'hôtel. Au même moment, le NTSB a publié son rapport préliminaire qui a révélé qu'un essieu gravement surchauffé avait cédé lors d'un arrêt d'urgence entraînant le déraillement. Le NTSB a toutefois eu des mots forts à propos de l'incident. C'était 100% évitable. Nous appelons cela des accidents. Il n'y a pas d'accident. Chaque événement que nous enquêtons est évitable. Alors, nos pensées vous accompagnent. Sachez que le NTSB n'a qu'un seul objectif, la sécurité et faire en sorte que cela ne se reproduise jamais. Le rapport n'a relevé aucune faute de l'équipage, ni aucun problème avec la voie ou les détecteurs de chaleur qui ont déclenché l'alarme. La question demeure donc, qui est alors responsable de cette catastrophe ? Beaucoup d'acteurs du secteur pensent qu'un modèle économique choisi par les compagnies ferroviaires a causé le déraillement. La gestion ferroviaire à horaires précis rend l'entreprise plus rentable en allongeant les trains, en réduisant le personnel et en reportant les travaux de maintenance aussi longtemps que possible. Ils ont réduit leur effectif au strict minimum. Et maintenant, ils en paient le prix parce que, en gros, tout part à la dérive. Les agents d'entretien inspectaient les wagons 3 minutes chacun. C'était la norme. Maintenant, c'est 90 secondes par wagon. Est-ce que c'est à cause du PSR? Oui, c'est un travail bâclé en ce moment et ces gars-là sont sous pression. Je veux dire, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent. Et tu sais, s'ils ne se dépêchent pas de finir cette voiture, ils vont être licenciés. Pendant ce temps, l'EPA a ordonné à Norfolk Southern de s'occuper du nettoyage et d'en assumer les frais. L'ordre juridiquement contraignant exige que l'entreprise identifie et nettoie tout sol et toute ressource en eau contaminée, assister aux réunions publiques à la demande de l'EPA et payer les frais engagés par l'EPA pour les travaux effectués en vertu de cet ordre. Mais l'opération de nettoyage n'a pas été sans accroc. Les États voisins étaient en temps farouchement opposés à ce que les déchets dangereux d'East Palestine soient éliminés dans leur ville. Mais l'EPA a agi rapidement, affirmant que tout État les empêchant d'agir violerait la loi fédérale. Depuis lors, ni l'EPA ni Norfolk Southern n'ont révélé où vont les déchets, bien que des rapports quotidiens fournissent des mises à jour sur les quantités. Selon l'EPA de l'Ohio, environ 12 millions de gallons d'eau usée liquide et environ 25 000 tonnes de sol ont été retirés en 2 mois.
Là-bas, environ 12 000 tonnes de sol excavé restaient à évacuer. Un mois plus tard, un autre train de Norfolk Southern a déraillé, cette fois à Springfield, dans l'Ohio, mais il semblerait qu'il n'y ait rien pour arrêter la série de catastrophes de Norfolk Southern. Quelques jours plus tard, un troisième train a déraillé juste à la sortie de l'Alabama, quelques heures avant que le directeur général ne doive s'adresser au Sénat au sujet des réformes de sécurité proposées. Bien que les rouages du changement tournent lentement en ce qui concerne les protocoles de sécurité dans l'industrie ferroviaire, le changement s'est produit rapidement. Au sein du législatif national, les législateurs ont reconnu la nécessité de réglementations plus strictes, voyant là une rare opportunité de coopération bipartisane grâce au Railway Safety Act de 2023. Parmi plusieurs réformes de sécurité, la législation proposée exigera que les trains aient des équipages d'au moins 2 personnes, élargira la classification des trains hautement dangereux, transportant des matières inflammables, augmentera les amendes pour les violations de sécurité et investira davantage dans la formation des premiers intervenants pour les situations impliquant des matières dangereuses. Lorsque la fumée du déraillement s'est dissipée, les habitants ont pensé que tout cela n'était que poudre aux yeux de la part des autorités. Des animateurs sur les réseaux sociaux ont montré des preuves contredisant les responsables. Et les habitants sont toujours préoccupés par les effets sur la santé et les impacts environnementaux sur l'eau potable. Plusieurs vidéos ont émergé montrant des cours d'eau à East Palestine qui semblent avoir une pellicule irisée à la surface. Les responsables de l'Ohio ont minimisé ces vidéos, expliquant qu'il s'agit d'une portion du ruisseau Sulphur près du site du déraillement, fortement contaminé. Ils ont ajouté qu'il avait été endigué à 2 endroits après le déraillement pour empêcher la contamination d'autres cours d'eau locaux. Pourtant, les images des reflets arc-en-ciel chimiques étaient également visibles à la surface des lacs adjacents, ce qui rend les habitants encore plus sceptiques quant à l'ampleur réelle de l'impact sur l'environnement. Aucun cas de contamination des eaux souterraines n'a été signalé, mais les scientifiques préviennent que les produits chimiques pourraient mettre du temps à atteindre l'eau. Et il n'y a pas que les humains qui ont été touchés. Selon le département des ressources naturelles de l'Ohio, près de 44 000 petits poissons, écrevisses, amphibiens et autres espèces sont morts près du site de l'accident. Les responsables, cependant, n'ont pas encore confirmé si des décès d'animaux sauvages non aquatiques pouvaient être liés au déraillement du train. 2 mois après la catastrophe, les tests ne révèlent aucune contamination nocive dans l'eau potable municipale, mais les habitants ayant des puits privés doivent continuer à boire de l'eau en bouteille jusqu'à la fin des analyses. Pendant ce temps, la situation est allée de mal en pis pour Norfolk Southern. Pour aggraver les problèmes de l'entreprise, elle fait maintenant face à une série de poursuites judiciaires de l'Ohio, du district scolaire de Pennsylvanie et du département de la justice des États-Unis. L'Ohio a accusé l'entreprise d'avoir enfreint les lois étatiques et fédérales et d'avoir ignoré les réglementations environnementales. En même temps, le district scolaire de Pennsylvanie a affirmé que l'accident avait entraîné l'infiltration de produits chimiques toxiques dans le sol et l'air, ce qui pourrait potentiellement polluer les cours d'eau. Et le ministère de la Justice a exigé que l'entreprise paie les frais de nettoyage et les amendes pour la libération de produits chimiques dangereux, ce que le PA affirme devoir être terminé dans un délai de 2 mois. À ce jour, Norfolk Southern aurait déjà déboursé plus de 24 millions de dollars pour le remboursement et les frais de nettoyage. Avec un chiffre d'affaires record de 4,8 milliards de dollars en 2022, cela ne devrait pas trop les affecter. Ils ont aussi promis de créer des fonds pour des problèmes à long terme, comme les soins de santé, la valeur des propriétés et la qualité de l'eau. Quant à savoir qui sera finalement tenu responsable, pour l'instant, il faut attendre. Un rapport plus approfondi du NTSB sur l'incident n'est attendu que dans environ 18 mois, lorsque l'organisme prévoit de conclure ses enquêtes. Mais beaucoup pensent que la véritable ampleur des effets sur l'environnement et la santé ne sera connue que dans les mois et les années à venir. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, découvrez d'autres vidéos ici et abonnez-vous pour en voir plus.